Allô, allô. Donc, merci beaucoup, surtout aujourd'hui, pour cette temps, ça peut être un peu compliqué à venir ici. Et nous pensions que ça serait beaucoup plus difficile pour maintenir la rencontre, mais nous sommes heureux de pouvoir vous recevoir ici tous les deux. D'abord, je tenais à vous remercier, Madame Astora, merci beaucoup. C'est pas la première fois que vous venez ici, on se rencontre d'ailleurs pas mal de fois. Et Pascal aussi, on a eu pas mal de rencontres dans d'autres fenêtres, et ailleurs aussi. Et je rappelle simplement les titres du livre. Parfois, il faut se méfier des titres du livre aussi. Donc, doit-on s'excuser de la colonisation? C'est un livre qui a été fait par la maison d'édition des Clés de Brouwer. Je voulais simplement vous demander, pour commencer, une question tout à fait courte, quelle est la jeunesse de ces livres? Parce que normalement, parfois, il y a pas mal de livres qui se font des dialogues, et simplement retranscrits, mais il y a eu un vrai travail d'éditeur dans ce livre. Alors, on a eu la mauvaise idée de faire une conférence tous les deux ensemble au Bernardin. Et alors on s'est dit que c'était étonnant, puisque comme on est d'accord sur beaucoup de choses, on s'est dit est-ce que ça va être contradictoire? Et en fin de compte, la conférence a été, je trouvais, on a trouvé tous les deux, d'abord qu'on avait passé un très bon moment, parce qu'on avait abordé énormément de questions en termes de panorama. En fait, on avait voyagé dans l'histoire, et avec des questionnements tous les deux, on se renvoyait la parole, et on l'a vécu comme un moment d'échange très intéressant avec le public, et c'est devenu une conférence qui a plutôt bien marché sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'après les Bernardins, on pensait à proposer à Desclés d'en faire un ouvrage. Et nous, on s'est juste dit une chose, c'est que ce qu'on peut dire en 2 heures, par définition, il y a toujours des petits manques dedans, il y a des petits vides. Il y a ce qui s'est passé aussi depuis dans l'actualité, parce que penser que l'histoire n'est pas quelque chose qui est amateur, qui est en permanence en mouvement, bah s'il l'est. Benjamin, avec la commission qu'il conduit et le travail qu'il conduit avec l'Algérie, on voit bien que si ça ne change pas tous les jours, c'est au moins toutes les semaines. Et que le sujet, en fin de compte, étant dans cette actualité, il y avait 2-3 points à préciser, et puis des choses qu'on n'avait pas pu dire dans la conférence. Donc on a dit ok, mais on voudrait juste affiner certains points, ou préciser certains sujets, voilà comment est né ce petit livre. Et d'ailleurs, justement, vous faites bien de parler de l'Algérie, parce que ce n'est pas un livre que sur l'Algérie. Ça parle de la colonisation. Car le titre le dit bien, colonisation. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que la question que je voulais vous poser à vous Benjamin, les titres du livre, et doit-on s'excuser de la colonisation, mais peut-on parler aujourd'hui de la colonisation plutôt de manière tout à fait détendue? Détendu. Je ne pense pas que ce soit le mot exact. C'est quoi les mots justement? C'est à vous de trouver. Intéressant, c'est la première fois que je l'entends, ce terme. Je ne crois pas qu'on soit très détendu au sujet de la colonisation. On est plutôt tendu, tout simplement. Donc ça reste un sujet très épineux, très brûlant, très compliqué, très conflictuel. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir, quelque part, regarder en face cette histoire, ce passé. Ce qui est d'ailleurs tout le thème du livre. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à regarder en face le passé colonial de la France, qui a été quand même une séquence d'histoire absolument colossale, très très importante, de l'histoire intérieure française. Ce n'était pas, disons, une histoire lointaine, exogène, périphérique, mais c'était une histoire tout à fait intérieure. Alors pourquoi et comment on a, disons, cette difficulté à être tendu et non pas détendu au sujet de l'histoire coloniale. Alors, là-dessus, il y a plusieurs réponses qui sont apportées dans le livre. Bon, moi, j'ai essayé d'expliquer en quoi la question coloniale était constitutive du nationalisme français, en fait, au XIXe siècle, et que de la décolonisation a entraîné forcément une remise en question, une remise en cause de ce qu'on pourrait appeler le nationalisme français tout court, qui s'est en grande partie construit sur ce qu'on a appelé la mission civilisatrice de la France, qu'on comptait apporter, disons, au monde, et qui s'est avéré en fait un système d'exploitation, fondamentalement, et de dépossession des populations qu'on venait coloniser. Donc il y a par conséquent, disons, une crise, une interrogation autour de la nation française, du nationalisme français, et la perte des colonies, c'est aussi quelque part, ce que je dis moi-même, Pascal aussi, je pense, aboutit à une sorte de rétrécissement de la nation française. C'est-à-dire que la nation française, jusque dans les années 1950, on l'appelait la Grande France. C'était la plus grande France,
avec 100 millions d'habitants, c'était les colonies. C'était ça la France. La France, c'était la plus grande France, avec l'exposition coloniale de 1931, dont on a déjà beaucoup parlé, etc. Et puis à partir des années 60, les frontières de la France eh bien, n'étaient plus celles des frontières qu'on voyait par exemple en Tunisie, au Mali, en Mauritanie, au Maroc. C'était ça les frontières de la France. Ben, les frontières de la France, ben, c'était Pau, Biarritz, Menton. Bon. Donc c'était plus tout à fait ces frontières-là. Donc il y a par conséquent la notion du retrécissement géographique et politique, et donc dans les imaginaires qui ont du mal à être acceptés, qui ont du mal à être regardés, hein, tout simplement en face. C'est une des premières grandes explications, bien sûr, que moi j'essaie d'apporter dans cette petite contribution, cette modeste contribution. On va y revenir, mais il y a quelque chose qui vient souvent dans les livres aussi, l'histoire, pas simplement l'histoire de la colonisation. C'est l'histoire, c'est un champ des batailles idéologiques. C'est quoi cette bataille idéologique autour de la colonisation, cette idée de colonisation et de décolonisation? Benjamin l'a dit, la colonisation, ça ne parle pas simplement de ce qui s'est passé là-bas. Il y a ce qui s'est passé aux colonies. C'est déjà un sujet. Il y a un sujet qui fait polémique, puisque tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le bien fondé ou non de ce qui s'est passé aux colonies. L'accaparement de terre, pour certains, ça s'appelle un vol. Pour d'autres, ça s'appelle la mise en valeur. Et déjà, ça ne commence pas au niveau des mots. Prendre une terre à quelqu'un, si vous le faites chez votre voisin en Occident, on va vraiment considérer que c'est une guerre d'accaparement et un vol. Si vous le faites aux colonies, il y a une nuance. Il suffit de lire les manuels scolaires, vous pouvez chercher pendant des heures jusqu'aux années 2010-2015 pour connaître le nombre de morts des conquêtes coloniales dans les populations indigènes. Il fallait vraiment gratter les manuels scolaires et chercher derrière les lignes. Parce que même l'autre n'existait pas dans ces conquêtes, comme si ces conquêtes étaient naturelles. Après, il y a ce qui s'est passé ici. Benjamin l'a dit, ça touche au nationalisme, c'est-à-dire la vision de la France. La France est-elle plus grande avec un empire? Rien que ça, un dimanche midi avec le grand-oncle, dans les années 90-2000, vous pouviez jusqu'à 2h ou 3h l'après-midi vous engueuler avant de passer à table. Certains vont considérer que la France a été rentrée en déclin quand elle a perdu son empire, disaient les préfaces des livres d'Éric Zemmour. Enfin, il faut lire que les préfaces des livres d'Éric Zemmour, sinon vous vendez les livres d'Éric Zemmour, il faut que je fasse attention dans ce que je viens de dire, parce que vous aurez essayé à vendre. Et il en vend beaucoup, tu as raison Benjamin. Et donc, il y a un débat sur le nationalisme. Quelle est la grandeur de la nation? Puis après, il y a quelque chose qui se passe. Le mouvement colonial dans sa globalité est aujourd'hui critiqué par les jeunes générations, et pas simplement du colonialisme français. Ce qu'a été la colonisation est aujourd'hui considéré comme globalement négatif par certains. D'autres portent une nostalgie. D'autres sont issus de cette histoire. Et ils ne sont pas morts dans leur mémoire, puisqu'ils sont les descendants de ceux des fois qui ont été les rapatriés. D'autres ont eu des parents qui ont connu l'Empire, et sont issus des vagues migratoires en France. Leur histoire n'est pas neutre, puisque souvent une partie de leur famille vit encore de l'autre côté de la frontière coloniale, de l'ex-empire. Puis nous avons toujours des outre-mer. Tiens, c'est pas un petit sujet quand même d'avoir des outre-mer au sein de la République. Et on va revenir aussi sur la Nouvelle-Calédonie, je pense. Nous y reviendrons. Toutes ces raisons-là font que cette question n'est donc pas neutre. Et on a un point de vue à la fois sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, sur l'héritage, sur la place de la relation, sur la grandeur, sur la violence, sur les crimes, sur la torture, pour très longtemps qui a traversé les débats dans l'historiographie et chez les militants, sur des choses aussi qui se sont passées sur le territoire hexagonal, par exemple le 17 octobre, la répression à la fin de la guerre d'Algérie contre les militants algériens. Tous ces sujets-là que je viens d'égrener font qu'à un moment, les gens ont le sentiment qu'il faut se positionner et avoir un point de vue. Et ce point de vue, il n'est pas que lié aux faits, il est aussi lié à la manière dont on veut penser le récit français. Pour faire simple, faut-il considérer que le récit français doit regarder que ces pages de lumière, ou comment le récit français doit appréhender ces pages, on va dire, plutôt sombres? Ben, ce sujet, il n'est pas encore clos. Parce que la manière de répondre à cette question, c'est de se posturer aujourd'hui par rapport à la grandeur de la France. Et certains vont considérer qu'on n'a pas à se repentir de ce qu'a été la grandeur de cet empire qui a été une source de puissance pour la France. Mais c'est repentir, ou certains d'autres disent c'est battre la culpe. Ça signifie aussi d'évacuer l'histoire, ne pas parler d'histoire. C'est ça que ça signifie au fond. Tu veux répondre? Oui. C'est compliqué parce que chacun met ce qu'il veut dans la repentance. Hein. J'ai remarqué que rien que le mot déjà, personne n'est d'accord à peu près dessus. Et à partir du moment où vous le disiez, vous désignez déjà à la vindicte celui qui ouvrirait déjà la bouche sur l'histoire coloniale. Pour certains, le fait même de parler d'histoire coloniale, c'est faire de la repentance. Donc c'est compliqué. Pour d'autres, parce qu'il y a aussi une flagellation chez certains, qui vont se considérer comme responsables aujourd'hui de ce qui s'est fait chez leurs aînés. D'autres vont appeler à un devoir, c'est le titre, donc on va l'assumer, et très intéressant, un devoir d'excuse. Et donc de reconnaître, et au nom de la reconnaissance, peut-être de se considérer comme en partie coupable. C'est un vrai débat. Est-ce que quelqu'un qui est descendant de qui d'ailleurs
J'adore citer Joe Starr, parce qu'on oublie de citer les grands penseurs du XXIe siècle. Joe Starr dit, mais moi je suis responsable de quoi? De la part du maître en moi ou de la part de l'esclave en moi? Qui se repent? 50% d'un individu par rapport à l'autre? La repentance, elle est très compliquée. Par rapport à quel positionnement? Un positionnement racial? Qui regarde l'image de Badania et comment on la regarde? Celui qui est l'héritier de comment on est représenté ou l'héritier potentiel de De Andréis qui a fait l'image de Badania? D'un seul coup, vous rentrez dans un débat qui est compliqué. De quel côté du miroir vous positionnez? Et puis moi, je suis une génération où je n'ai pas à me positionner dans mon esprit d'un côté du miroir. Pourquoi? Là, j'ai une différence avec Benjamin. C'est la seule qu'on peut avoir. Je ne suis pas né hors de l'Hexagone. Je n'ai pas grandi avec une histoire familiale qui est liée aux Outre-mer. Je n'ai aucun rapport de famille avec l'histoire coloniale. Par contre, j'ai un lien avec l'histoire de France, et dans l'histoire de France, il y a l'histoire coloniale, c'est la mienne. Ça fait déjà un changement d'appréhension et de regard sur ce récit. Parce que je considère que cette histoire est majeure pour mon pays, mais je n'ai pas de lien familial avec cette histoire. Je n'ai pas de lien personnel. Ça change déjà peut-être. Je suis peut-être une des premières générations d'étudiants. Moi, je suis arrivé, j'ai passé ma thèse au début des années 90, qui arrivait dans les universités avec aucun lien directement, si ce n'est l'intérêt de s'attacher à cette histoire et à ce récit. Et on était relativement neutre familièrement parlant, parce qu'on ne nous avait pas, ni dans notre famille, ni dans nos récits, conduit à s'intéresser à cette histoire en dehors du fait que c'est l'histoire qui nous intéressait. Toutes ces questions-là, elles doivent être questionnées quand on pose ces enjeux dans le présent. Et aujourd'hui, on est autant concerné dans ma génération et dans la génération bien sûr suivante par le colonialisme belge, japonais, américain, ce qui s'est passé dans les autres empires, la manière dont on déboulonne dans tel ou tel pays aujourd'hui. Toutes ces questions, on les traite dans le livre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste une question qui se regarde à l'aune du nombril hexagonal. L'histoire impériale est une histoire globale. Quand Benjamin va travailler au Vietnam et s'intéresse au regard sur l'Indochine, il a largement dépassé son cadre initial qui était sur l'Algérie, parce que l'histoire coloniale, ça dépasse les frontières, ça dépasse même l'histoire des empires, et ça nous oblige à questionner près de 5 siècles d'histoire qui nous précèdent, si on veut qualifier les empires contemporains des 5 derniers siècles. C'est tout ça qui nous questionne et qui dépasse largement la question, je considère, de la repentance, qui est une question qui est mal posée, parce qu'elle voudrait nous donner le sentiment que nous devrions nous poser la question si nous sommes ou non responsables. Moi, personnellement, je ne me la pose pas comme ça. C'est mon choix. Parce que simplement, mon parcours ne m'a jamais conduit à me poser la question de cette forme-là. Mais d'ailleurs, la question à vous, Benjamin, dans le livre, vous expliquez, je crois que jusqu'au milieu des années 70, ceux qui écrivaient sur l'Algérie, par exemple, c'était des gens des nostalgiques. Et après, c'est simplement après que des historiens se sont emparés de cette histoire. Et une deuxième question, lorsque vous avez fait ces rapports, et ça n'était pas facile parce qu'il fallait tenir une ligne aussi et consulter des historiens algériens, français, tout ça. Quelle a été la difficulté pour vous de faire ces rapports? Alors, sur la première question, sur la repentance en 2 mots, la plupart des pays anciennement colonisés n'utilisent pas ce terme de repentance qui est venu de France. Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que ça a été forgé par la classe politique française, le concept, mais le concept n'est pas venu des pays anciennement colonisés. Les pays anciennement colonisés, elles ont plutôt parlé d'excuses que de repentance. La repentance renvoie à un vocabulaire religieux qui n'était pas, porté par les élites politiques africaines, maghrébines, post-coloniales, etc. Donc ça a été une formulation franco-française. Donc il faut bien commencer par là. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'en fait, plus que de repentance, ce dont ont besoin et donc qu'exige toute une série de générations dans ces pays, c'est plutôt le terme de reconnaissance. C'est-à-dire reconnaître le passé colonial de la France, donc connaître ce passé et le reconnaître, assumer, disons, ce passé. Disons que c'est ça la véritable revendication, et non pas la repentance, qui signifierait déjà entrer dans une autre catégorie, effectivement, idéologique, à la fois religieuse et morale. Hein, ils veulent sortir de cette catégorisation morale pour rentrer dans une posture, disons, de reconnaissance à caractère historique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question des générations d'historiens, etc. Il y a un paradoxe assez étonnant, pour rebondir sur ce que dit Pascal, c'est que la génération, disons, des historiens français travaillant sur la question coloniale a été très très puissante pendant la guerre d'Algérie. Il y avait énormément
d'intellectuels français extrêmement engagés autour de la question coloniale, à l'époque l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Indochine, bien sûr. Et donc il y a énormément d'intellectuels, Pierre Nora, Pierre Bourdieu, je ne vais pas tous les citer, les affrontements entre Camus et Sartre, Raymond Aron, il y a comme ça tous les grands noms de l'intelligentsia française et des historiens se sont affrontés autour de la question coloniale. Donc il y avait une véritable passion autour de la question coloniale, avec la naissance aussi du tiers-mondisme idéologique et politique, c'est-à-dire de voir à travers le tiers-monde la possibilité, y compris d'une émancipation sociale des pays eux-mêmes colonisateurs. Donc c'est cette dimension-là d'études savantes et politiques et engagées qui s'est totalement effritée au lendemain des indépendances. C'est-à-dire dans les années 70, lorsque moi je suis arrivé, effectivement, toute cette génération ne travaillait plus sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il ne restait plus qu'une poignée de chercheurs, qu'on connaît, comme Catherine Cockry-Widrovich ou René Galissot, etc. Mais l'immense majorité, disons, de l'intelligentsia française qui s'était passionnée pour la question coloniale, eh bien, tout d'un coup, elle considérait que les indépendances politiques, une fois acquises, ben, la question était réglée. C'est-à-dire que la question de la, disons, la question de la définition nationale de ces pays anciennement colonisés était réglée. Ça ne les intéressait plus, ça les intéressait moins. Ça les intéressait moins parce que ça touchait moins la France. Parce que la France était moins concernée, parce que ces pays accédaient à leur propre histoire, donc ça ne les intéressait pas. En d'autres termes, l'intérêt qu'ils pouvaient manifester sur les pays du tiers-monde avait plus à voir avec l'histoire française qu'avec l'histoire de l'anticolonialisme, quand on y réfléchit bien. Quand on creuse un petit peu, hein, c'est en fait, ça a à voir avec plus la notion morale de la responsabilité française plutôt que la reconnaissance du statut de celui qui fait l'histoire, c'est-à-dire l'indigène, fondamentalement, dont on s'intéresse assez peu, dont on ne connaît ni la langue ni l'histoire. Fermons cette parenthèse qui est quand même très importante à dire. Troisième question, donc sur le problème du rapport, effectivement, que j'ai fait en 2021, qui a fait couler beaucoup d'encre, etc., et qui a posé aussi la question des excuses. Qui a été traduit en arabe aussi. Oui, en anglais, en arabe, etc. La question que moi je voulais dire, que je voulais signifier, c'est tout le débat, encore une fois, mais qu'on retraduit en partie dans ce livre, c'est, pour moi, la question, c'est pas tellement excuse ou pas excuse, même s'il faut des excuses, pourquoi pas, mais la question, c'est la pédagogie en direction de la société française pour faire connaître et reconnaître par des exemples pratiques, précis, concrets, ce qu'a été la réalité de cette histoire coloniale. C'est-à-dire, il y a tout un travail, méthode, de pédagogie politique. Parce qu'un seul discours ne suffira pas à éliminer tout ce qui a été un siècle et demi ou 2 siècles d'histoire. Un seul discours ne suffira pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le fantasme, il y a toujours le fantasme de on va éliminer, disons, purger le passé par un discours, comme a fait par exemple Jacques Chirac avec le discours du Veldiv, sur la question de la Shoah. Donc on dit pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un discours qui permettrait comme ça aussi de purger, etc. Or, quand je me suis mis à travailler sur ce rapport, je me suis aperçu qu'il y avait eu des discours de président de la République. Par exemple, Jacques Chirac a présenté ses excuses à Madagascar dans un discours en 2005. Par exemple, il y a eu le discours de François Hollande à l'Assemblée nationale algérienne en 2012. Oui. Mais tous ces discours-là, y compris même Nicolas Sarkozy dans un discours à Constantine en 2008, mais tous ces discours-là n'ont pas, entre guillemets, imprimé. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas. C'est pour ça que je les ai tous mis d'ailleurs, tous ces discours, en fin de volume de mon rapport, pour bien rappeler aux gens qu'il y avait eu déjà des discours de condamnation, voire d'excuses. Donc ça ne suffit pas. La question, c'est de prendre à chaque fois des points précis d'histoire et à travers un fil, une sorte de fil d'Ariane, remonter cette histoire et expliquer en quoi ce système colonial était ce qu'il était, c'est-à-dire foncièrement discriminatoire, injuste, etc., etc. Et d'ailleurs, lorsque j'ai pris des exemples très concrets, là, disons, les difficultés ont commencé. C'est-à-dire que les difficultés n'ont pas existé par rapport au fait de savoir s'il fallait ou non condamner le système colonial, mais les difficultés, elles ont surgi lorsque, par exemple, j'ai dit il faut que la France condamne
l'assassinat, l'enlèvement de tel ou tel responsable nationaliste algérien. Et à ce moment-là, il y a des gens dans la société française qui se sont élevés contre, en disant on n'a pas à condamner ça. Ou lorsque j'ai proposé l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Alors je pensais que c'était acquis, puisqu'elle avait mené ce combat qu'on connaît tous sur la question des femmes, mais on ne connaissait mal ou pas le combat anticolonial qu'elle avait livré. Bon. Et il y a eu une levée de bouclier contre l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon, qui était très forte, qui était très violente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je prenais des choses très pratiques, très simples, très évidentes, il y avait effectivement des oppositions qu'il fallait lever. Mais en dépit de cela, beaucoup de choses ont été réalisées quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même la reconnaissance par la France de l'assassinat de Maurice Audin, de Ali Boumenchel, l'ouverture des archives, la statue d'Emile Abdelkader à Amboise, etc. Tout le grand problème que j'ai maintenant, c'est que toutes ces mesures qui ont été prises très vite ne vont pas être détricotées. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas disparaître, elles ne vont pas être remises en question. C'est ça mon problème. Or, si on n'avait fait qu'un seul discours, comme d'autres discours ont déjà existé, bon, il y a d'autres d'intellectuels, pour moi, le grand modèle de discours anticolonialiste, c'est le discours d'Aimé Césaire, le discours du colonialisme. Mais c'est pas parce que Aimé Césaire a fait le discours sur le colonialisme que les imaginaires coloniaux se sont brutalement évanouis. Donc toute la question est celle d'un travail très long, très lent, très patient, disons, d'explication de ce qu'a été cette histoire très longue, cette histoire française, très très longue. C'est ce qu'a fait Pascal lorsqu'il a décidé de lancer son association il y a maintenant 30 ans, l'association sur la question coloniale. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur la longue durée. Et donc pour moi, mon rapport, c'était pas un discours et on clôt le problème, mais c'est en fait un rapport et on commence une histoire, on met en mouvement, disons, une histoire de reconnaissance. Malheureusement, comme vous le savez, ce mouvement s'est interrompu. Et d'ailleurs, vous venez de dire un mot qui est tout à fait essentiel pour comprendre aussi votre démarche, et c'est le mot imaginaire. Vous racontez aussi dans le livre, ça fait énormément d'années que vous travaillez sur cette question-là, pour comprendre aussi de quelle manière l'histoire coloniale aussi a imprégné la France des métropoles. C'est tout à fait important de parler de la France des deux guerres. Et aussi peut-être aussi élargir jusqu'à maintenant, parce que peut-être ce discours-là a duré sur le temps, en sachant qu'aujourd'hui, en France, il y a quelques millions de Français qui sont d'origine immigrés, qui viennent de ces colonies-là. En imaginaire, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais jeune chercheur, jamais à me le rappeler, il y a 30 ans, on était très très jeunes, on a eu des grands professeurs comme Benjamin Stora, et on avait constaté qu'à l'époque, très peu de chercheurs qui travaillaient sur le colonial travaillaient sur l'imaginaire colonial. En fait, très peu travaillaient sur l'inconscient colonial. Et en fait, très peu travaillaient sur la métropole et les colonies. Et en fait, donc, très peu travaillaient sur, non pas l'idéologie coloniale, mais ce qu'avait été la manière dont les opinions publiques avaient été bercées par une sorte de bain colonial qui avait légitimé l'Empire. Et quand on s'est intéressé aux images, c'était pas simplement montrer des images, c'était comprendre que ces images avaient fabriqué une norme. Le fait de rendre normale la colonisation. Et qu'elle durait. Parce que quand vous commencez à discuter avec les gens sur les ponts, les routes, les hôpitaux, les gens ne vous parlent pas du réel. Ils vous parlent encore de ces images qu'ils possèdent eux, ou qu'ils ont vues dans leur manuel scolaire, ou qu'ils ont vues au cinéma, ou qu'ils ont vues dans des livres. En fait, ils vous parlent d'un imaginaire, d'un rêve colonial. Des bananières aussi. Exactement. Qu'ils considèrent comme étant, quelque part, le faux, le fake, à dominer le réel. Et vous ne parlez jamais de la réalité coloniale, mais vous parlez de ces images. En fait, les morts s'équilibreraient avec les hôpitaux construits. Les kilomètres de route vaudraient largement les conquêtes coloniales et leur violence. Les corps meurtris s'équilibreraient par rapport au travail des missionnaires. Et vous perdez à cela. Et donc il fallait partir des images pour non pas déconstruire le sujet, que l'on considère comme plus important que les autres, mais déconstruire ce que les gens avaient en tête pour pouvoir dialoguer sur ce qu'était l'Empire. Et encore aujourd'hui, parce que ce qui perdure et ce qui dure, y compris dans l'endroit qu'on ne mesure pas, moi je me rappelle de ce combat et qui dure encore, dans les manuels scolaires français, d'expliquer à un directeur d'édition que c'est quand même complexe de prendre une image de propagande coloniale pour illustrer la leçon sur les colonies. Vous ne le feriez pas sur l'Allemagne nazie, l'Union soviétique ou l'Italie fasciste. Vous ne prenez pas une image de propagande fasciste pour parler, vous déconstruire l'Italie de Mussolini. Alors pourquoi Parce qu'il n'y a pas en fait compte de contre-image. Pourquoi Parce que les indigènes n'ont pas fabriqué d'image. Donc nous continuons à utiliser des images pour parler d'une situation qui ont été produites par les conquérants. Mais l'image du conquérant, ce n'est pas une image neutre. Très complexe.
Très complexe parce que pour déconstruire et pour être entendu, et ma génération de chercheurs, en fin de compte, s'est dit, partir des images est une manière déjà d'arriver à aller derrière le miroir colonial pour comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler en même temps de la colonisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus parler de pourquoi on colonise. Les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux symboliques, Benjamin l'a dit. L'empire, ce n'est pas qu'une question de possession de terre, c'est une question de puissance, de manière dont on pense la France, d'être une grande puissance, la manière même, d'une certaine manière... Il fallait apporter les lumières. Au-delà des lumières, il faut être une grande nation, donc avoir des territoires et une marine puissante pour être encore dans le jeu des grandes puissances. Parce que c'était le temps des empires. Et au temps des empires, il y a les petites nations, il y a les grandes nations, elles ont des empires. La règle du jeu est ainsi. Si vous n'intégrez pas tous ces éléments-là, regardez l'histoire impériale, vous la placez uniquement sur un plan moral, et on le sait tous, quand on fait de la morale, on ne fait pas d'histoire. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de cette histoire, il n'y a pas de la violence. Moi qui ai travaillé sur la colonisation des corps ou la violence sur les corps, avec ces colonies, on voit bien que c'est un sujet en soi. Benjamin, qui a travaillé sur la guerre d'Algérie, c'est la violence sur les corps faite sur les populations civiles, par exemple, ou pendant la guerre d'Algérie, avec la torture et la symbolique que ça a remonté, y compris dans la société française, après le temps d'occupation notamment nazie et le temps de la Gestapo, que la France républicaine produisait la même violence sur d'autres. Tous ces enjeux-là, vous voyez bien qu'il faut aussi appel à une réflexion qui s'est passée aux colonies, et quelque part qui a irrigué la République française, quelque part qui a travaillé le territoire. Et il l'a d'autant travaillé pour ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui vivent aujourd'hui en France, dont les parents ou les grands-parents sont nés hors de l'Hexagone dans cet ex-empire colonial. Leur histoire n'est donc pas neutre par rapport au récit, à la mémoire, je dirais à la continuité intergénérationnelle de la manière dont tu penses ta citoyenneté française, par exemple. Quand tu te dis, mon grand-père ou ma grand-mère ont peut-être été indigènes, puis sont devenus citoyens français à la fin, puis ont perdu leur citoyenneté française à la fin de la guerre, puis mes parents sont arrivés en France, ont retrouvé une citoyenneté française. Moi, je suis né français, mais quand je vais à l'école et qu'on m'apprend l'histoire, on ne raconte pas forcément l'histoire du côté de mes grands-parents, de l'histoire coloniale. Si c'était 2 ou 3 000 personnes, je te dirais, il va falloir faire un travail. Non, là, on parle de dizaines de familles. Il y a 30, 35 peut-être % des Français qui ont au moins un grand-père et une grand-mère nés dans l'ex-empire colonial ou dans les outre-mer actuels français. C'est donc une histoire en plus qui nous travaille par rapport au présent. Benjamin qui a travaillé par exemple sur la Guadeloupe, Martinique, la Guyane, au moment des événements dans les années, fin des années 50, au début des années 60, notamment 67 en Guadeloupe. Il voit le poids que ça représente ces enjeux aujourd'hui encore dans nos outre-mer. Là on ne parle pas de quelque chose qui n'est que de l'histoire. C'est encore un sujet qui travaille au corps la société guadeloupéenne et martiniquaise aujourd'hui. Quand on travaille sur la mémoire du 7 octobre 61, on ne travaille pas simplement sur un fait historique. On travaille aussi sur un héritage militant, une continuité et une perception sur les violences policières. Et je dirais même, quand on va travailler sur la police des Noirs en 1777 sous l'Ancien Régime, on interroge notre pays dans un rapport complexe qu'il a pu avoir avec les minorités à l'époque sur son sol hexagonal. Et donc là, vous voyez bien, pas simplement de travailler aux colonies. C'est tous ces enjeux-là, quand Benjamin dit c'est complexe, et un seul discours ne pourrait pas réduire la question coloniale à une simple reconnaissance unique, puisqu'en France c'est toujours quand c'est le président de la République qui parle qu'on pense que la parole est enfin donnée. On voit bien que c'est plus complexe, que ça irrigue des dizaines de sujets dans notre environnement collectif, et ça nous touche au plus profond de ce qu'est la société française. Et donc, nos réflexions, et le débat qu'on a eu notamment avec Benjamin lors de ce débat au Berlin, c'est de montrer l'entièreté de tout ça. Et quand il a dit 2 choses tout à l'heure, Benjamin, que je trouve très importantes, sur notamment la question de la reconnaissance, et en même temps, il a une autre partie qui dit beaucoup dans ce livre-là, parce que c'est un mot qu'il emploie, et moi aussi, c'est la notion de la connaissance. C'est-à-dire qu'on a un double dialogue. Il faut aller derrière les mirages pour raconter l'histoire coloniale, et des fois elle est complexe. Je discutais il y a 2 minutes sur Tiaroy, avant de rentrer là dans la conférence. On voit combien, comment Tiaroy, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, et aujourd'hui, par exemple dans la société sénégalaise, est devenu l'enjeu politique à l'intérieur de la société sénégalaise, donc c'est des sujets en plus qui mutent. Benjamin qui a connu les 60 ans de lutte sur le débat sur le 17 octobre 61, c'est pas le même poids aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Et dans notre présent, on le voit bien, dans par exemple ce que posent les décoloniaux, par exemple aujourd'hui, ce que pose le mouvement wokiste, par exemple aux États-Unis, ce que pose la question des jeunes qui veulent déconstruire, déboulonner, détruire, fracturer les statuts. Toutes ces questions-là, elles ont muté, elles sont en évolution permanente. Pardonnez-moi, déboulonner les statuts, ça ne signifie pas du tout qu'on ne va pas travailler sur les gens qui étaient représentés. Alors, c'est extrêmement compliqué parce que déboulonner les statuts, j'ai été en Martinique par exemple, au moment où il y avait les premiers déboulonnages, c'était juste avant l'affaire Floyd, le crime
de Floyd aux États-Unis, donc ça a commencé avant Floyd, et on a discuté notamment, et Sandrine Lemaire était là aussi, avec des jeunes filles, des jeunes garçons martiniquais qui ont déboulonné et qui ont détruit une statue. Les raisons pour lesquelles tu détruis une statue ne sont pas forcément toujours des raisons que nous pensons évidentes. C'est beaucoup plus complexe que ça. La statue de Schœlcher, par exemple, c'était pas Schœlcher qui avait été en fin de compte détruit, c'était la symbolique de ce jeune enfant noir qui rendait hommage à Schœlcher d'avoir amené l'abolition de l'esclavage. Cette idée qu'il faudrait de tout temps remercier Schœlcher, le blanc, d'avoir libéré les corps noirs. Et là, du coup, tu avais un dialogue qui était intéressant, qui était même la monstration de cette statue. Dans d'autres cas, ça va être des personnages de la guerre de sécession aux États-Unis qu'on va déboulonner parce que ce sont des généraux. Et en Angleterre, c'est encore d'autres types de personnages qui ont contribué au parcours sur l'esclavage. Mais pourquoi il y a un débat? C'est pas tellement ces statues qui font débat. C'est qu'à côté des statues, il n'y a pas de contre-statues, de monuments ou de musées qui permettent de rééquilibrer l'histoire. Parce qu'une statue en soi, elle permet, si tu m'enlèves tous les éléments avec Benjamin, de patrimoine, d'images, de statues, de monuments, qu'est-ce qui te reste comme patrimoine pour travailler le passé? Dans 20 ans, on dira, il y avait des statues, mais vous ne pouvez plus les voir. Très compliqué. Moi, quand on me pose la question, faut-il ou non déboulonner? Je suis toujours très embêté parce que, ou de ne pas montrer l'image de Banania, par exemple, je leur dis, en même temps, une statue me permet, en tant qu'historien, de travailler sur les lieux de mémoire, me permet de démontrer qu'à une époque, on glorifiait Colbert, qu'à d'autres moments, Lyotet, Gallieni étaient des héros de la nation. Si vous m'enlevez tous ces éléments-là, qu'est-ce qui me reste pour déconstruire, dans le présent, ce qu'a été le passé? Et là, on est confronté avec Benjamin à trouver, il l'a dit, de travailler sur le temps long. D'accepter de dire que c'est compliqué. D'accepter de dire que s'excuser n'est pas une fin en soi. Ça ne suffira pas. Il y a un travail de connaissance, de reconnaissance, de déconstruction, d'explication. Et pas qu'ici. Il en sait quelque chose. C'est compliqué de travailler avec deux pays. Le rapport qu'a fait aussi Karine Raimondi, par exemple, sur le Cameroun, démontre que c'est très compliqué en fonction d'une société de comment c'est perçu. Regardez, Emmanuel Macron a annoncé une commission au mois d'avril sur Madagascar, elle n'est toujours pas montée là. Elle n'est toujours pas organisée. Pourquoi? Très complexe. Très complexe parce que les enjeux à Madagascar, c'est pas forcément les mêmes enjeux qu'en France de créer une commission franco-malgache sur les événements de 47. Pourquoi? Parce que ces questions, elles signifient encore des choses aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce qu'être français? Parler de la colonisation, c'est aussi de parler de ça. C'est aussi de parler de la manière dont la France se pense, de la manière dont on va hériter aussi du combat anticolonial d'une époque, de la manière dont on va commémorer l'exposition coloniale, la manière dont, aujourd'hui, un lieu que connaît très bien Benjamin, puisqu'il en a été un des présidents, le Palais de la Porte Dorée, le musée actuel de l'histoire de l'immigration, qui est l'ancien musée des colonies. Comment on digère ça dans le présent? Qu'est-ce que tu fais du bulot de Lyotet? Qu'est-ce que tu fais de ce patrimoine? Comment tu en parles aux jeunes aujourd'hui? Parce qu'en même temps, c'est parce que tu maîtrises ce passé, cette histoire, que tu arrives à construire la citoyenneté d'aujourd'hui. C'est pour ça que cette histoire, elle n'est pas simplement de l'histoire. Parce qu'elle touche encore des millions de personnes, dans leur chair, dans leur aide, dans leur regard, dans leur pensée. Et puis c'est la France. Et c'est pour ça, Benjamin, vous dites que lorsque vous avez fait écrire les rapports, vous ne l'avez pas fait simplement en tant qu'historien. Vous dites, je l'ai fait aussi en tant que citoyen. Ça signifie quoi? Ça signifie que les historiens qui proclament un point de vue neutre n'existent pas. En fait. Ça, c'est, je veux dire, toute l'historiographie française nous montre l'inverse. On parlait tout à l'heure, j'ai évoqué la position d'historiens français sur la question coloniale. Il y avait un clivage très puissant qui existait entre d'un côté des historiens pro-coloniaux, et qui étaient très forts, qui était un lobby extrêmement puissant, extrêmement important, et qui, par exemple, voulait expliquer la colonisation en Afrique du Nord par le biais de la civilisation gréco-latine, et donc qui étaient des admirateurs, disons, de la civilisation gréco-latine comme une sorte de prolongement avec la colonisation française, latine, donc par conséquent, et donc ils étaient accrochés à la persistance, disons, de la colonisation en s'appuyant, disons, sur, disons, des connaissances historiques anciennes, qui étaient celles des connaissances historiques renvoyant au passé gréco-latin. Donc cela était des partisans de la colonisation. Et puis en face d'eux, il y avait au contraire, disons, à partir des années 50, parce que jusqu'aux années 50, les années 1950, les historiens, disons, pro-coloniaux étaient très largement majoritaires à l'intérieur de l'université française. Les historiens anticoloniaux étaient minoritaires. Le premier d'entre eux était Charles-André Julien, mais c'est très tard, c'est-à-dire que c'est pratiquement à la fin des années 40, au début des années 50, que vont sortir les premiers ouvrages, disons, de dénonciation, de démonstration, disons, de ce qu'a été la réalité du système colonial, mais c'est très tardif.
Parce que même pendant la guerre d'Algérie, il y avait des pétitions, qu'on a oubliées aujourd'hui, d'universitaires français en faveur de l'Algérie française, qui étaient majoritaires par rapport aux universitaires qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Alors, on a oublié ça parce que l'histoire s'écrit toujours par les vainqueurs. Les vainqueurs, c'est ceux qui ont gagné l'indépendance. Bon, et donc les vaincus étaient ceux qui étaient contre l'indépendance. Donc on a oublié qu'ils étaient très forts, qu'ils étaient très majoritaires. Hein. Bon, un des plus célèbres historiens français, spécialistes des sociétés, j'allais dire anciennes, précolombiennes, etc., c'est naturellement Jacques Soustelle, hein, qui a été quelqu'un qui était partisan de l'Algérie française jusqu'au bout. Qui est un grand résistant et aussi. Par ailleurs, un grand Comment ça reste d'ailleurs. Et un gaulliste de la première heure, dès 1940. Mais il a été jusqu'au bout un partisan de l'Algérie française, vraiment de manière très enracinée. Et il n'était pas tout seul. Il n'était pas seul dans ce cas-là. Donc, si je dis tout cela, c'est que il y a forcément un engagement citoyen dans l'écriture de l'histoire, le sens qu'on veut bien donner à l'histoire. Dire l'inverse, ce serait malhonnête. Par contre, là où on doit rester, disons, dans le caractère scientifique, c'est la véracité des faits, c'est-à-dire établir qu'un fait soit vrai, qu'il soit authentique. Ça, c'est ça aussi le travail de l'historien. Hein, et malheureusement, aujourd'hui, on est entré dans une autre ère, qui est l'ère de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité. C'est-à-dire que les faits ne sont plus réels. C'est-à-dire qu'on construit des faits imaginaires, et là, ça a encore un nouveau défi pour les historiens. Mais en fait, le travail historique, c'est la concordance entre le fait d'établir des faits de manière réelle, en fonction des archives, des témoignages, des documents, des paysages, etc. Et puis, bien sûr, donner un sens à tous ces faits. Parce que sinon, il n'y a pas de sens. Sinon, c'est ce qu'on appelle de l'histoire positiviste, c'est-à-dire une histoire d'accumulation, disons, de faits sans aucun ordre, sans aucune hiérarchie possible. Or, il y a un sens de l'histoire. Et si on prend, par exemple, des grands historiens français qui raisonnaient de cette manière-là, c'est-à-dire comment donner un sens à l'accumulation des faits historiques, naturellement, la grande référence, c'est Michelet, qui naturellement a accumulé un nombre invraisemblable de documents sur la Révolution française pour donner un sens à son propos, qui était celui du retour de la République. Hein, c'était ça le travail de Michelet. Et face à lui, évidemment, il y avait d'autres historiens comme Taine qui, eux, disons, étaient opposés à la façon dont Michelet organisait, disons, son récit historique. Mais l'un comme l'autre était quand même sur l'établissement des faits historiques. Hein, on ne va pas nier, hein, je veux dire, le négationnisme historique, c'est quelque chose de très très fort. Or, le problème, c'est que maintenant, on n'est plus tellement dans le problème de l'interprétation du sens, mais le problème de la destruction des faits historiques eux-mêmes, de la vérité historique. Et ça, c'est un nouveau défi qui se pose devant nous. Une petite chose là-dessus. Et Benjamin a raison, parce que très souvent, on voit des fois, quels que soient les militants d'ailleurs qu'on peut avoir face à nous, des deux côtés du miroir colonial, une manière de vouloir toujours réécrire, manipuler les faits pour donner un sens, dans un sens unique. Et une des difficultés qu'on a très souvent, tu peux l'avoir comme moi, qu'on en est pas, c'est de dire, attendez, c'est pas aussi simple que ça, c'est un peu plus compliqué. Alors les tirailleurs sénégalais sur la leçon de chair à canon, c'est plus une vision morale qu'un point de vue. Dans les régiments bretons, le nombre de morts était équivalent à ceux des tirailleurs. Et puis les tirailleurs sénégalais, beaucoup sont morts dans les camps à l'arrière, de froid. Et vous rentrez dans quelque chose qui est très compliqué à expliquer, c'est que chacun pense qu'il y a une vérité qui doit être monolithique. Parce que l'histoire coloniale serait une histoire en fait simple. Elle n'est pas simple. S'il n'y avait que les gentils et les méchants, nous ne ferions pas d'histoire avec Benjamin. Ça va. Bonjour, il y a des méchants et des gentils. Vous avez compris, au revoir, le cours est terminé. Et on rentre à la maison. Mais non, c'est bien plus complexe l'histoire coloniale. L'histoire coloniale, il y a l'histoire de ceux qui ont été les intercesseurs, les intermédiaires. Vous faites quoi d'un Blaise Diagne? Vous faites quoi d'un Candace? Vous faites quoi de tous ces intermédiaires? Vous faites quoi d'un seul coup quand, dans les récits, par exemple, de ces combattants qui sont venus d'outre-mer, qui ont fait les 2 guerres mondiales et les guerres de décolonisation, voire les guerres de conquête pour certains, ou la campagne du Mexique pour les tirailleurs algériens, pour réduire leur destin à des simples supplétifs qui n'avaient pas de vision du monde ou de choix politiques à faire, et bien c'est très compliqué à expliquer aujourd'hui parce qu'il y a une vision de vouloir rendre simple ce qui est compliqué, de vouloir aussi réécrire ces destins à l'aune d'une histoire qu'on voudrait écrire aujourd'hui. L'exemple de Thiaroye dont on parlait tout à l'heure est un exemple extrêmement intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu, y compris militante autour de l'affaire de Thiaroye. Et tout ça, on est obligé à la fois de déconstruire les mythes en même temps qu'on essaye de faire avancer l'histoire et de faire prendre conscience de l'importance de ce récit. C'est tout ça qu'on a à faire, nous, historiens, et avec, en plus, dans des générations, des débats qui se politisent tout autant qu'hier. Je rappelle que l'histoire coloniale est un des rares sujets qui a fait partie, depuis 50 ans,
de toutes les dernières campagnes présidentielles en France. Quand on veut se rappeler, Fillon qui nous explique que la guerre du Cameroun n'a jamais eu lieu, Pécresse qui nous dit qu'elle sera toujours de l'anti-repentance. Soyez rassurés, avec Retailleau, on est tranquille, dans la prochaine, il va y avoir de l'énergie autour de la question. Pourquoi? Parce que c'est encore un marqueur. Et il a même changé les noms d'un lycée Angela Davis aussi, vous vous rappelez? Alors ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, oui, mais quand même. C'est pas l'histoire coloniale, ça. C'est pas l'histoire coloniale. C'était considéré qu'Angela Davis était beaucoup trop militante et trop partisante de la cause féministe et de la cause des minorités, et qu'elle ne pouvait donc pas, par rapport à son engagement politique, symboliser un lieu d'établissement scolaire pour la région Île-de-France. C'est là qu'on voit qu'il y a des rapports de force encore dans le présent, donc symboliques, qui sont et qui puisent justement dans ces combats. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec Black Lives Matter ne fait que rappeler ce que tout le monde comprend, que l'Amérique a été une société de ségrégation parce qu'il y a eu l'esclavage. Nous, on ne comprend pas. Et bien souvent, les gens nous disent, mais non, on n'est pas comme l'Amérique, nous, l'histoire coloniale, ça s'est passé là-bas. Alors, nous, on se lève, on dit, non, c'est un peu plus compliqué que ça. L'histoire coloniale a eu aussi des influences ici. Et rien que de dire ça, vous n'imaginez pas comment c'est tectonique. C'est tectonique parce que vous êtes obligé de déconstruire quelque chose qui n'est pas en fin de compte intériorisé. C'est que l'histoire coloniale fait partie du récit national. Et d'ailleurs, dans les livres, je ne sais pas lequel de vous deux, vous dites que chacun cherche sa mémoire, mais il a des mémoires tout à fait différentes. C'est ce qu'à un moment donné, à travers les travaux des historiens, on pourra se dire, on pourra rejoindre. Ces mémoires pourront un jour se retrouver quand même. Ça doit être moi qui dois dire ça. Je sais pas quel Alors, je dis ça, mais je nuance. Je dis une chose, ne rêvons pas que nous ayons la même mémoire du passé colonial. D'abord, c'est une utopie. Je ne suis pas sûr que c'est pertinent de penser qu'on doit tous avoir les mêmes mémoires. On a le droit d'avoir des mémoires différentes. Je suis breton, je n'ai pas la même mémoire, certainement que Benjamin du récit français. Parce que ma mémoire bretonne, elle m'a raconté des histoires. Que moi, à côté de ma maison, il y a des tombes vendéennes de Chouan, en Bretagne, dans le Morbihan où je vis, que le récit, il m'amène une mémoire. Par contre, nous avons la même histoire. Et ça, c'est déjà compliqué d'expliquer aux gens que la mythologie d'une mémoire unique sur le passé colonial aurait une vertu en soi. Je pense qu'on peut avoir des mémoires différentes, notamment des mémoires familiales. On peut avoir des récits propres et personnels différents, mais l'histoire, par contre, elle est commune. Et tout le travail que l'on doit tricoter, en fin de compte, et éviter qu'il soit détricoté, c'est d'arriver à avoir des moments de reconnaissance, de faire connaître ce récit, que chacun se retrouve dans cette histoire, mais on a le droit d'avoir des parcours dans cette histoire, des mémoires, des ressentis différents. Quand je travaille, il le sait, Benjamin, ou avec Rachid Bouchara, avec qui je suis en train de travailler cet après-midi, par définition, nous n'appréhendons pas de la même manière le récit. Nous avons des cheminements, surtout avec Rachid Boucharel, quand des fois on se regueule sur la manière de parler de tel ou tel sujet. Mais c'est bien. C'est bien parce que nos mémoires familiales, nos mémoires, notre culture, je dirais même, de ce récit par rapport au récit français, il est irrigué par d'autres choses. Mais à un moment, on va aller sur le récit, sur l'histoire qu'on veut regarder en face, pour arriver à trouver une manière en commun de la raconter. Quand Livian Thuram et moi, on déconstruit une image, quand on a fait l'expo sur les os humains au musée du Quai Branly, par définition, Livian, il ne regarde pas ces images des os humains de la même manière que moi. Peut-être son émotion, la violence qu'il y a dans l'image, le ressenti qu'il va avoir, et c'est ça. Par contre, quand on va être tenté d'écrire en commun un dialogue avec le public, là on va l'écrire à deux pour avoir un récit du commun, pour arriver à mettre un regard sur cette histoire. Et c'est ça, je pense qu'il faut accepter cette histoire, et cette idée que sur l'histoire coloniale, peut-être que dans 2 ou 3 siècles, ceci sera noyé dans un récit du commun, mais encore aujourd'hui, il y a des mémoires différentes. Et je veux dire qu'on doit les regarder et accepter qu'elles peuvent être différentes. L'histoire des harkis, l'histoire des rapatriés, l'histoire des enfants issus d'immigration, l'histoire de petits bretons comme moi, l'histoire des Antillais, l'histoire de gens qui sont arrivés dans les années 70 du Vietnam, de Laos ou du Cambodge, c'est pas les mêmes récits, les mêmes parcours, les mêmes mémoires. Et pourtant, ils vivent dans la même sphère géographique, dans la même citoyenneté et dans le même récit historique. Donc, vous savez, on peut continuer pendant très longtemps. Si vous avez une autre question, c'est bienvenu. Monsieur le préfet. Oui, bonjour à tous. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour toutes ces histoires et ces mémoires. En fait, j'étais en train de réfléchir en me disant, en vous écoutant sur l'aspect imaginaire, la vitesse à laquelle les choses évoluent aussi. Il y a un travail de fond. Donc c'est très lent et c'est très long. Est-ce que ces vitesses-là ne varient pas en fonction aussi de l'intérêt géopolitique du moment? Je prends l'exemple de Madagascar. On parle de géopolitique avec les îles éparses, par exemple, ou les ressources, pour parler simplement. Du coup, les accélérations ne sont pas de la même manière, si c'est l'histoire de Madagascar vis-à-vis de son ancien colon,
ou un autre pays parce qu'il y a moins d'intérêt géopolitique à l'instant T. Donc, est-ce que vous, dans votre position actuelle, dans vos réflexions, vous arrivez à, je dirais, à monitorer, avec un terme anglais, je dirais, l'avancement de tel ou tel sujet sur l'aspect colonisation, décolonisation, en fonction de ses intérêts économiques, géopolitiques? Il est évident que les choses avancent quelquefois de manière extraordinairement rapide en rapport avec le mouvement des sociétés, donc ce qu'on pourrait appeler la géopolitique. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique accélère profondément la réflexion sur le rapport à la colonisation. Avec ce qui se passe en ce moment au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, je ne vais pas faire la liste, hein. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Ben, ça veut dire qu'il y a dans les sociétés de tous ces pays-là une remise en question, une discussion, une réflexion sur, dans le fond, depuis les indépendances politiques, le rapport à la France, donc le rapport au monde colonial au sens large. Donc il y a toute une interrogation accélérée qui se produit sous nos yeux, alors que pendant des années, ces questions étaient très très faiblement soulevées, très peu soulevées. Alors elles sont soulevées maintenant de manière très rapide, très forte, par une nouvelle génération. Alors évidemment, la réponse, c'est toujours de dire « oui, mais ça vient pas de la société, ça vient de l'extérieur, c'est le groupe Wagner, je sais pas quoi ». Enfin bref, on essaie de trouver comme ça des espèces d'explications exogènes. Hein. Mais en fait, ça vient de l'intérieur des sociétés. Le problème de la restitution, des objets d'art qui ont été volés, etc., fait que les interrogations accélèrent obligatoirement la connaissance qu'on a de cette histoire passée. Il est évident qu'une exposition comme celle qui s'est tenue au Quai Branly sur Dakar-Djibouti, sur, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, sur la mission de 1931-1934, c'est une exposition, où il y avait Michel Léris, était une exposition impensable il y a seulement quelques années. C'est-à-dire de mettre une explication historique et sociale derrière chacun des objets qui est présenté et exposé, disons, au grand public. Hein, les masques africains, les objets, les trucs, et on explique à côté ces choses absolument. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, bon, je crois que malheureusement elle est finie. Contre-enquête. Contre-enquête, et à chaque mois j'ai été complètement accablé en voyant ça, c'est-à-dire que vous avez le masque africain qui est posé, on met l'année où il a été pris, et la somme, 3 euros, 1 euro, enfin je veux dire qu'on donne comme ça, à chaque fois ils mettent les sommes qui sont données aux responsables, disons, communautaires de ces pays, c'est du vol, c'est des sommes absolument dérisoires. Et rien que le fait d'énumérer les sommes, c'est accablant, quoi. Mais c'était impensable qu'on ait pu faire une exposition comme ça il y a seulement quelques années. Donc vous voyez que l'histoire, elle s'est accélérée considérablement en rapport avec ce qui se passe en Afrique, de l'autre côté de la Méditerranée. Et en même temps, il y a des territoires, des fois, qui ont été totalement mis en jachère et qui l'intéressent. On pense qu'il intéresse plus grand monde parce qu'il n'y aurait pas de revendication. Enfin, je pense à l'histoire, par exemple, de l'ex-Indochine. Les gens ont le sentiment qu'entre Laos, Cambodge, Vietnam, il n'y aurait pas de demande. D'ailleurs, c'est pas connaître, c'est méconnaître complètement, toi qui as été, tu sais comme moi, de ne pas aller faire un jour un voyage au Vietnam pour découvrir les musées qui sont liés à l'histoire coloniale. Je peux vous dire que c'est pas un petit sujet. Simplement, les Vietnamiens, ils n'ont rien à demander à la France. Ils gèrent leur affaire historique. Ils ont les historiens qui travaillent. Ils n'ont pas besoin que les Français viennent reconnaître qu'ils ont fait la guerre. Les Français ont fait la guerre. Et ils connaissent très bien les exactions qui sont faites. Allez voir le musée de Bien Phu, vous avez tout dit et tout est raconté. Alors pour être d'accord ou pas d'accord avec leur manière, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre, c'est que oui, Madagascar est un très bon exemple. Vous avez cité Madagascar et les îles Éparses comme débat, et la déclaration de Emmanuel Macron de on va ouvrir une contre-enquête sur ça, les événements de 47-48 avec les massacres et la répression de l'armée française. Il n'a pas tout de suite mesuré ce que ça voulait signifier dans la société malgache. Parce que ça veut dire de parler à différents camps ou populations à l'intérieur de la société malgache. Qui a fait quoi? Et d'un seul coup, les gens se sont dit, oh là là, c'est les Français, ils vont faire comme là, ils viennent de faire au Cameroun, ils vont mettre le doigt sur un sujet qui, à l'intérieur de la société malgache, n'est pas encore totalement réglé. Ça allait à côté du débat sur les îles Éparses, qui évitait à la France de répondre à la question qu'on lui posait, quand est-ce que vous allez rendre les îles Éparses? Et Macron répond, bah, on va faire une étude sur 47-48. Tout ça accélère le mouvement. Mais vous le voyez bien, Benjamin, vous savez, sur l'Algérie, les enjeux diplomatiques, politiques, de négociation, l'enjeu, il les vit au quotidien. La France et l'Algérie, c'est un ping-pong permanent. La balle ne s'est jamais arrêtée depuis 62. Hein. Elle se renvoie de chaque côté de la Méditerranée. Mais nous, historiens, des fois, ces rythmes de l'histoire brutaux nous arrangent. Elles créent des accélérations du temps.
de temps en temps, elle vous pose problème, parce que ces sujets deviennent beaucoup moins intéressants, beaucoup moins politiques, beaucoup moins donc potentiellement intéressants aussi pour des jeunes chercheurs qui arrivent. Et puis, vous avez de nouvelles thématiques qui sont liées, cette fois-ci pas du tout aux demandes territoriales, mais aux demandes des individus. La question du genre, par exemple. Pendant très longtemps, on ne s'est pas du tout intéressé à la place des femmes dans les sociétés coloniales et à la violence faite sur les corps. Aujourd'hui, quand vous voyez le travail des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, des artistes, des plasticiens, des plasticiennes, cette question, c'est devenu une question majeure. Aux États-Unis, près de 30% des thèses qui sont faites sur la période coloniale concernent les violences faites sur les corps. Il y a, demandé à Benjamin, il y a 50 ans, il y avait très peu de travaux, quasi aucun, à part 2-3 sur la prostitution coloniale. Il y a des mutations qui se passent, elles ne sont pas toutes liées au pays. Elles peuvent être liées aussi à l'intergénérationnel, à des enjeux très nouveaux sur les questions économiques, par exemple. Par exemple, sur l'écologie coloniale. C'est très nouveau. Quand on aurait dit à Benjamin, il y a 50 ans, un jeune chercheur serait arrivé le voir en disant « Je vais travailler sur l'écologie coloniale », il a regardé, il a fait « Bon, expliquez-moi votre travail ». Et c'est extrêmement intéressant de voir que tout ça permet de relire autrement aussi ce passé. Alors, je te vois bouillonner. Et une dernière question, pardon, Oui, une dernière question. Ouais. Je préfère vous battre. Ok. Alors, je voulais en fait, excusez-moi, poser juste deux questions, une spécifique à M. Blanchard et une autre à tous les trois. Celle spécifique à M. Blanchard, en fait, c'était juste pour développer sur quelque chose que vous disiez sur le fait qu'on peut avoir différentes mémoires. Et je voulais vous demander, en fait, mais sur le territoire, si on comment dire, comment concilier en fait des gens qui auront des mémoires qui viennent par exemple les gens qui auront la mémoire en fait des descendants de colonisés et ceux qui auront la mémoire qui viennent des colons en fait. Je veux dire, je voulais avoir votre avis sur le sujet parce que ça me paraît facteur de trouble, on va dire entre guillemets. Et la deuxième question que je voulais poser maintenant à tous les trois, sur l'histoire coloniale, en fait, vu sa complexité, je me posais la question, est-ce qu'en fait le vecteur, enfin, j'aimerais avoir votre avis sur ce que je veux dire, mais est-ce que le vecteur le plus efficace finalement, c'est pas le travail en fait de vulgarisation historique comme vous le faites, et même comme d'autres le font sur les différents, par exemple sur les réseaux sociaux et autres, plutôt que le travail au niveau discours politique de grands personnages comme le président de la République. Puisque, si je me base sur mon expérience personnelle, autant les discours par des grands personnages, ça peut avoir... là, on joue sur des enjeux géopolitiques et diplomatiques, mais pour la compréhension du Kidam moyen, ça me paraît un peu compliqué. Alors que... Pardon, on peut vous répondre. Je termine. Alors qu'en fait, avec la vulgarisation sur les réseaux sociaux, qui est sur un temps beaucoup plus long, ça permet de construire, en fait, selon moi, une culture qui permet de comprendre des enjeux aussi compliqués, par exemple, que le néocolonialisme ou d'autres éléments. Bon, merci. Sur la deuxième question, moi, rapidement, la parole d'un chef d'État est fondamentale sur des questions historiques, parce qu'elle engage la responsabilité d'un État. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus important que simplement la circulation des idées sur les réseaux sociaux. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'un État reconnaît officiellement qu'il y a eu des enlèvements, des massacres, des assassinats, de dépossessions, etc., ça engage la responsabilité de toute la nation. Donc c'est l'État-nation. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Disons que la parole d'un chef d'État n'est pas anodine. Elle engage la responsabilité de tout un pays. Donc je tenais à vous signaler cet aspect, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux que ça va régler la question. Non, parce que pour aboutir au fait qu'un chef d'État reconnaisse les responsabilités sur tel et tel événement, c'est une bataille colossale. C'est une bataille très très importante. C'est pas simplement quelque chose qui peut se faire de manière très facile et très légère. Je tenais simplement à attirer votre attention sur cette question-là. Et sur les mémoires, sur beaucoup de sujets, on ne mesure pas que justement le travail de l'historien, il n'est pas de nier les mémoires, il n'est pas de vouloir fabriquer une mémoire commune. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une transmission sur l'éducation nationale d'un récit commun pour les élèves. C'est encore autre chose, ça. Nos mémoires respectives, au contraire, c'est ça qui fait respirer la diversité d'une histoire. Elles doivent être entendues parce que le point de vue, le porteur de ces mémoires ne doit pas ni être minoré, ni être éjecté, ni être insulté, ni être quelque part écrasé. Je pense que ces mémoires ne posent aucun problème.
Qui a peur des mémoires différentes? Pourquoi on aurait peur des mémoires différentes? Je trouve que c'est très intéressant hein, qu'il y ait des mémoires multiples. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir au fait de comment on les fédère. Un jour, on nous a posé la question, on termine le livre sur cet enjeu-là avec Benjamin, qu'est-ce qu'on mettra demain dans un musée d'histoire coloniale? Pour tous ceux qui ne l'ont pas remarqué, il n'y a pas de musée d'histoire coloniale en France. Et on sera bientôt un des 3 derniers pays européens à ne pas en avoir. Superbe record. Avec les Japonais, on risque d'être les derniers au XXIe siècle. Peut-être que parce que nos 2 histoires coloniales sont très mal assumées dans nos 2 sociétés, au Japon comme en France. Et quand on nous pose la question, il y a qui dans ce musée? Mais il y a tout le monde. Vous avez parlé de 2 mémoires, c'est intéressant dans votre dialogue. Vous avez la mémoire des colons ou des colonisateurs, vous avez hésité, et la mémoire des colonisés. Mais moi je vous parle d'une 3e mémoire, ceux qui ne sont ni colonisateurs ni colonisés, qui pensent qu'ils ne sont même pas liés à cette histoire. Moi pendant très longtemps, j'ai pensé que cette histoire, je n'étais pas du tout lié avec, parce que j'étais ni du côté du colonisateur, ni du côté du colonisé. Mais je suis ailleurs. Je suis en fait du côté de la plupart des Français qui n'ont jamais été aux colonies. 98% des Français qui vivaient dans l'Hexagone n'ont jamais mis un pied aux colonies. Ça va? Donc leur rapport à l'outre-mer est très complexe, à part des fonctionnaires, des militaires, quelques préfets, des gouverneurs des colonies, des commerçants et ceux qui vivaient bien sûr là-bas. Donc la plupart des gens, ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre de la mémoire dont vous parlez. Ils sont issus d'une culture coloniale, d'un bain colonial, de Tintin au Congo, un peu de l'homme du Niger au cinéma, plein de choses qui fabriquent leur culture. Ils sont quand même liés à tout ça. Mais ils ont encore une autre mémoire que celle du colonisateur. Et une autre mémoire que celle du colonisé. Et puis vous avez des métis au milieu de cette histoire. Joe Star, dont je parlais tout à l'heure, qui est des 2 côtés du récit. Puis vous avez des gens qui ne sont même pas du tout liés à ça, et que ça n'intéresse pas du tout. Et qui découvrent à un moment qu'ils peuvent avoir des comportements, des réflexes qui sont issus de ce passé. Tout ça montre bien qu'il y a des mémoires multiples et diverses, et que l'objectif n'est pas d'en fabriquer une, mais de parler à toutes ces mémoires. En construisant un récit qui sait partir, quand vous êtes prof, vous savez ce que ça veut dire. Quand vous avez 30 élèves dans votre classe, et que ces 30 élèves ont des parcours différents, vous avez intérêt à être bon pour que les 30 élèves comprennent le récit que vous leur racontez sur le passé colonial. C'est l'enseignant au quotidien qui, lui, fait le boulot que la nation devrait faire. En attendant, comme dit Benjamin, que nos présidents de la République reconnaissent. Pourquoi? Parce que ça ouvre les fonds d'archives. Ça permet d'arrêter d'être dans les fantasmes. Ça permet d'ouvrir des musées quand des présidents parlent. Ça permet d'avoir de la reconnaissance de crimes. Ça permet d'arrêter les fantasmes. Ça permet de dire quand il y a eu la guerre au Cameroun, il y a eu la guerre au Cameroun. Vous ne mesurez pas l'impact tectonique là. Et en même temps, il faut des someboys sur les réseaux sociaux pour arriver à faire réfléchir l'opinion. Et là, je vais pousser le raisonnement, parce que oui, il y a 100 000, 120 000, 200 000 personnes qui l'écoutent, et someboy, il prend nos travaux, et il les vectorise autrement sur les réseaux sociaux pour que des gens écoutent cette histoire, et quelque part soient aujourd'hui sensibilisés à ce passé. Ben, il faut les 2, mon ami. Il faut beaucoup de mémoire, beaucoup de transmission, et pas mal de discours des présidents de la République pour faire que ça avance. Et pour qu'il y ait des mémoires, il faut toujours la connaissance historique. C'est fondamental. Et la connaissance historique, vous l'avez ici. Donc, merci beaucoup. Et merci à tous les 2. Je pense que vous savez vous faire apprécier.